Dans cette deuxième partie de la section 2, nous allons voir un nuage de points spécial qu'on appelle jitterplots. Cette fois-ci, nous utiliserons un autre ensemble de données très connu aussi qui s'appelle MPG. Cet ensemble de données fournit des données sur la consommation de carburant de 1999 et 2008 pour 38 modèles de voitures populaires. Il est aussi livré avec le paquet ggplot2. Donc, comme précédemment, nous allons importer avec la fonction data, donc mpg, et nous allons spécifier que le paquet c'est bel et bien ggplot2. Une fois que c'est fait, nous allons afficher les premières observations. Donc, j'exécute le code. Et voici notre ensemble de données. Vous avez la marque, d'accord, ou bien le fabricant, Audi, le modèle A4, d'autres variables comme l'année, le style c'est, je crois, le nombre de cylindres. Voilà, il y a plusieurs variables relatives à une voiture, hein. Donc, vous pouvez, pour connaître, pour avoir des informations sur cette data frame, vous pouvez faire par exemple point d'interrogation MPG qui va vous ramener dans la documentation. Donc, vous voyez la documentation s'affiche ici. Ouais. Donc, vous avez la documentation sur cette data frame là. C'est très intéressant de lire la documentation, surtout pour comprendre le nom et la signification des variables. Donc, je vais réduire à nouveau et on va continuer. Donc, ici, vous pouvez, si vous voulez aussi afficher la structure de cette data frame là. Donc, en faisant strmpg. Voilà. Dans la structure, vous avez les formats des valeurs. Donc, ici, vous avez des caractères, des valeurs numériques, des valeurs entières naturelles avec int, etc. Nous allons tracer le nuage de points montrant la consommation en carburant sur l'autoroute qui est matérialisée par la variable H2VY. D'accord? En fonction de la consommation en carburant dans la ville qui est matérialisée par la variable CTY. Ces deux variables ont des valeurs qui sont des nombres entiers naturels. Donc, nous allons pouvoir tracer le nuage de points et vous allez voir pourquoi j'ai précisé que ce sont des valeurs entiers naturels. Vous allez comprendre bientôt. Donc, veuillez coder au même moment que moi, donc cela vous permettra de suivre. Donc ici, en X, je vais mettre la variable CTY, d'accord? En Y, je vais mettre la variable H2VY. Et je vais vous montrer une façon de faire aussi. Donc, je peux prendre mon objet G, lui ajouter un geopoint comme ceci. D'accord? L'idée est de vous montrer toutes les possibilités, hein, lorsque vous voulez créer des graphiques. Parce que ce faisant, le G, nous allons pouvoir l'utiliser ultérieurement. Donc, je vais ajouter, par exemple, une droite de régression. Nous avons vu comment le faire. Si vous voulez ajouter une droite de régression linéaire, c'est avec bel et bien la méthode LM de GeoSmooth. Et nous allons mettre des titres. Donc, un sous-titre. On va mettre CTY vs H2VY par exemple. Donc, je vais écrire exactement comme c'est écrit dans la data frame, donc en minuscule. Et après, je peux mettre un titre. Bon, c'est pas toujours obligatoire de mettre un sous-titre.
Voilà, ça dépend de ce que vous voulez que votre auditoire comprenne. D'accord? Donc, parfois le titre seul suffit déjà. Nuage de points avec points qui se chevauchent. Vous allez comprendre pourquoi ça se chevauche. Et enfin, nous allons mettre la source. J'aime bien mettre la source parce que c'est très important. Donc, MPG dataset. Donc, c'est l'ensemble de données MPG. Voilà. Donc, exécutons. Attention, oui, Geom, ah oui, oui. Geom Points. C'est bien GeoPoint. Attention, ggplot, MPG, ouais, MPG aussi. Donc, je vais mettre un message égal false, warning égal false. Cela n'empêche pas que si votre code contient une erreur, que le logiciel ne vous affiche pas l'erreur. Ça, c'est juste pour ne pas afficher des messages comme par exemple si la fonction a enlevé des valeurs manquantes, ce genre de choses, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente. Mais si vous écrivez un code qui ne va pas s'exécuter, ce n'est pas parce que vous avez mis message égal à false, warning égal à false que le code va s'exécuter. Non. D'accord? Voilà. Comme ça, je vais m'assurer que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Je vais par exemple faire exprès de mettre GeoPoint comme ça. Et je vais exécuter en mettant un message égal à false, warning égal à false. Voir si ça va marcher quand même. Vous allez voir, ça ne marche pas. D'accord? Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Donc, si votre code contient une erreur, ça ne va pas s'exécuter parce que vous avez mis message égal à false, warning égal à false. On se comprend. Donc, je remets GeoPoint et je réexécute. Donc voilà, vous avez ce graphique là, ce joli graphique qui donne une idée claire de la fonction dans le kilométrage de la ville, parce que le CTY c'est le kilométrage en ville et le kilométrage sur l'autoroute sont bien corrélés. Mais ce graphique qui est très simple quand même cache quelque chose. Ça cache quelque chose parce que l'ensemble de données contient 234 observations, donc 234 observations, vous pouvez même le lire dans la documentation ici, hein. Data frame with 234 rows and 11 variables, d'accord? 234 observations et le graphique semble afficher moins de points. Regardez ici, il semble que c'est pas 234, d'accord? On n'a pas l'impression qu'on a 234 points. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y a beaucoup de points qui se chevauchent et apparaissent comme un seul point. Ceci est dû au fait que les variables CTY et H2VY sont tous deux composés d'entiers naturels. Donc, c'est pour ça que je précisais au début que on a affaire à des variables entiers naturels. Donc, soyez donc très prudents la prochaine fois que vous allez créer un nuage de points avec des variables qui ont des nombres entiers naturels. Vous pouvez avoir ce problème de chevauchement. D'accord? Et si vous avez ce problème de chevauchement, ça ne va pas rendre compte effectivement de comment vos variables les points sont corrélés, comment les variables sont corrélées plutôt. Pour gérer ça, nous allons créer un jitterplot. C'est là qu'intervient le jitterplot. D'accord? Donc, je vais ajouter mes cellules de code. Et je fais G. Donc, j'ai toujours le G là. Voilà, je peux le réutiliser, hein, tout simplement. D'accord? Donc, ici, je vais faire G plus Geom jitter cette fois-ci. C'est lui qui va me corriger tout ça. Donc, les arguments optionnels que je peux mettre, c'est la largeur,
taille, d'accord. Vous pouvez juste mettre ces valeurs-là hein, pour tous vos graphiques. Ça n'a pas un intérêt spécifique. Et ici, on va mettre, donc au lieu de mettre Geom Point, ici on utilise Geom Jitter, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Donc vous allez voir que ça change quand même. Donc là, je peux copier ça de l'autre côté rapidement. Hein. Voilà. Donc, vous avez nuage, kilométrage. Ici, je vais changer le titre. Je vais mettre kilométrage pour que ça soit plus explicite. Autoroute en fonction de kilométrage ville. D'accord? Exécute pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà, vous regardez maintenant, vous voyez, les points ne se chevauchent plus. On sent maintenant que vraiment tous les points sont affichés. Et si on s'amuse à compter, on peut trouver effectivement 234 points. Alors que de l'autre côté, avec Geom Point, les points se chevauchent, d'accord? Les points se chevauchent, donc on n'a pas l'impression qu'on a 234 observations. Donc, lorsque vous avez beaucoup de points dans voilà, une data frame vraiment très volumineuse, souvent il est conseillé d'utiliser Geom Jitter au lieu de Geom Point. D'accord? Donc, vous pouvez vous amuser à ajouter votre doigt de régression, hein, Geom Smooth, méthode égale LM. Je réexécute. Voilà. C'est ce qui m'affiche. Voilà, il affiche d'autres choses. Voilà, tout simplement. Non. Voilà. Et comme précédemment, nous allons transformer ceci en un graphique, Plotly. Donc, je vais faire ggplotly. G. Attention, je vais renommer. Je vais renommer. Il faut que je renomme. Je vais dire, par exemple, G. Voilà. G plus ça. D'accord? Comme ça. Je mets à jour mon G. Attention, je vais l'afficher quand même. Ah non, si je l'affiche, il va... attendez, j'exécute ici. Il va prendre un peu de temps. Voilà. Donc, regardez votre graphique interactif. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez régler le problème de chevauchement de points. Et ce problème de chevauchement de points va beaucoup se faire ressentir lorsque vous avez lorsque vous avez deux variables qui sont composées d'entiers naturels. D'accord? Si vous avez des variables qui sont composées d'entiers et de nombres décimaux, donc variables numériques, d'accord? Le problème ne va pas se poser. Mais si c'est des entiers naturels, le problème risque de se poser parce que les points vont se chevaucher. Et si les points se chevauchent, vous n'allez pas vraiment apprécier votre phénomène, le phénomène que vous êtes en train de vouloir analyser. Donc, dans ce cas, il faut plutôt, au lieu d'utiliser Geom Point pour afficher le nuage de points, il faut utiliser Geom Jitter, tout simplement. Donc, voici la fin de cette vidéo. Nous allons passer à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler des graphiques à bulles, ce qu'on appelle les bubble plots. Merci de suivre cette formation. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis, à noter la formation, à me contacter pour plus d'explications si vous voulez. Merci et à bientôt.